Salut! Aujourd'hui on va parler de contre-réaction. Et on va plus précisément d'ailleurs parler de contre-réaction appliquée, de contre-réaction globale même, appliquée à notre petit amplificateur de test. À tube, on viendra lui mettre une contre-réaction au tableau, enfin du moins au tableau pour l'instant, et ensuite au laboratoire. Et on va voir qu'est-ce qu'il se passe et surtout quelles sont les particularités de mise en œuvre de la contre-réaction sur un amplificateur à tube. Dans cette vidéo, on ne traitera que de la stabilisation du gain par la contre-réaction. C'est-à-dire que je ne vais pas aborder dans cette vidéo autre chose que la stabilisation du gain par l'introduction d'une contre-réaction sur un ampli à tube. Dans la vidéo qui va suivre, dans la vidéo suivante, que je n'ai pas encore tournée au moment où je fais l'introduction d'ailleurs, on parlera d'élargissement de la bande passante et de diminution de la distorsion sur la base de ce que l'on aura compris aujourd'hui. Ensuite, on réalisera ça au laboratoire et on verra qu'est-ce qui va se passer quand on va introduire une contre-réaction sur cet ampli. On fera ça dans une troisième vidéo dans laquelle on remontera cet ampli, on lui mettra une contre-réaction et on mesurera à nouveau ses performances. Et on verra quelles sont les limites de la contre-réaction. A tout de suite. Alors quand on parle de contre-réaction, la contre-réaction n'est autre qu'un asservissement. D'ailleurs, elle s'inscrit dans un domaine qui s'appelle l'organisation des systèmes asservis. Et typiquement, la contre-réaction, c'est la réinjection de la sortie, du signal de sortie, d'une fraction du signal de sortie vers l'entrée. Cette réinjection peut être soit négative, comme on le verra, soit positive. Dans le cas particulier des amplificateurs, elle est toujours négative. C'est-à-dire qu'on vient toujours opposer au signal d'entrée une fraction du signal de sortie. Et dans le cas d'un oscillateur, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on vient ramener à l'entrée une fraction de la sortie pour faire entrer et rendre le système instable, autant dire qu'il y a des critères de stabilité. Alors, revenons à ce petit ampli que l'on avait fait. Alors, en fait, on a rencontré à 3 reprises, en fait, la contre-réaction. On l'a rencontré dans le cathode follower, dont la contre-réaction est de 100%. On l'a rencontré dans cet étage-là, qui présente d'ailleurs ici une contre-réaction par sa résistance de cathode non découplée, qui a fait l'objet des vidéos antérieures, des nombreuses vidéos antérieures. Et enfin, on avait aussi rencontré la contre-réaction sans le savoir, quand on a traité du régulateur à tube qui a une boucle d'asservissement, et en conséquence de quoi on vient bien ramener, c'est le principe des ALIM, une fraction de la sortie pour asservir l'entrée. C'est un asservissement. Alors c'est quelque chose de très ancien, je ne me souviens plus de tête les dates, mais ça remonte quand même au début du siècle dernier, je crois que c'est dans les années 20 qu'on a commencé à faire de la contre-réaction. Cet ampli tel qu'il est présenté ici, comme je l'ai dit à maintes reprises, ça serait plutôt un ampli d'étage final de récepteur et qui n'a pas de contre-réaction. Il est rare de rencontrer sur un récepteur à tube de la contre-réaction sur l'étage final, ça peut arriver mais ce n'est pas toujours le cas, c'est plus rarement le cas. Avant toute chose, si on revient à cet ampli, on s'était rendu compte que cet ampli, sa bande passante, c'était quelque chose comme cela, dessiné ici, qui représente la fréquence, ici, c'est-à-dire, en fait, on a l'habitude d'appeler oméga. On avait une bande passante, en fait, on l'a vu, enfin, je me rappelle plus exactement des mesures, mais enfin, c'est pas très significatif, finalement. On avait une bande passante comme ça, on va dire. Bon, elle est idéalisée la bande passante ici, hein, et qui s'arrêtait à 10 kHz et qui démarrait à 100 Hz. Alors la principale limitation de cette bande passante que je vous représente là-haut, elle est liée à ça, c'est-à-dire au transformateur de sortie, lequel transformateur de sortie par ses propriétés avait tendance à limiter la bande passante, sachant que telle que je la représente ici, elle est bien évidemment idéalisée. Mais bon, pour l'instant, c'est pas... On peut imaginer que la phase, en fait, faisait quelque chose comme ça. Voilà. On va dire. Voilà. Voilà la phase qui est derrière. Bon, je la dessine. C'est-à-dire qu'en fait, les phases tournaient, en conséquence de quoi, on peut dire que le gain dans un amplificateur, ici, le gain, ça n'est autre que la sortie divisé par l'entrée, c'était égal à A, c'était égal au gain,
En fait, dans un monde parfait, ça devrait être quelque chose de constant. Dans la réalité, ça dépend de la fréquence. C'est-à-dire que le gain ici n'est pas constant sur l'ensemble de la bande passante considérée. Et ça, on ne peut rien faire, quel que soit l'ampli, quelle que soit la technologie. Un ampli a une bande passante et son gain n'est pas infini. C'est-à-dire qu'il ne démarre jamais véritablement à zéro. Et évidemment, il ne va pas jusqu'à l'infini, même quand on travaille sur des équipements en haute fréquence. Il y a ici une résistance comme cela, que je vais dessiner ici. Voilà, une résistance qui est connectée à la sortie et qui ramène vers l'entrée, on va appeler RC par exemple, et qui ramène vers l'entrée, cette résistance ramène vers l'entrée une fraction de la sortie, et ça c'est ce que l'on appelle une contre-réaction globale. Pourquoi? Parce qu'elle vient prendre l'intégralité de l'ampli. Alors je ne vais pas calculer cet ampli pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'est pas encore vraiment rentré dans le transformateur. Dans les conclusions, je vous parlerai du sujet du transformateur. En fait, je vous donnerai un schéma équivalent qui vous démontrera la difficulté de la mise en œuvre de la contre-réaction sur un ampli. Pour l'instant, on va s'intéresser à la théorie. Qu'est-ce qui se passe quand on vient ramener de la sortie vers... Je vais effacer ça pour l'instant parce que ça nous... Enfin, je vais effacer cette résistance de polar parce que ça ne nous apporte rien pour l'instant. Donc l'ampli est comme ça. On va le considérer pour notre première réflexion, on va dire, comme quelque chose de relativement parfait, c'est-à-dire qui donne un gain constant, quelle que soit la fréquence, entre la sortie et l'entrée, et on va le dessiner donc sous la forme d'une boîte. Je vais le mettre là par exemple, ce sera plus facile. Je vais le dessiner sous la forme d'une boîte en fait, ce truc là, dans laquelle on a un facteur d'amplification par rapport à l'entrée et à la sortie. L'entrée ici, je vais l'appeler E', et je vais vous montrer pourquoi, et la sortie. Donc on peut dire que le gain ici, dans ces cas-là, le gain de cet étage-là, que je viens de dessiner, on peut l'exprimer ici, comme étant S sur E' égale A, ce qui implique que S égale A que multiplie E'. Jusque-là, tout va bien. Alors, il y a une limite. Il faut savoir que quand vous avez ce genre de choses, il y a une limite dans le domaine de validité des équations. Je m'explique. Typiquement, dans l'analogie, on fait souvent appel à des modèles. Ces modèles ont pour objectif de transformer en schéma équivalent ou en modèle équivalent, on va dire, des équipements. L'intérêt étant de pouvoir faire des calculs simples avec de l'algèbre linéaire pour éviter de poser des calculs trop compliqués. En revanche, en principe, les simulateurs, eux, intègrent tous les éléments parasites, les véritables équations et font véritablement une simulation informatique en faisant tous les calculs qui seraient extrêmement difficiles à faire à la main. Ce qui veut dire que quand on est en train d'écrire A ici, et vous verrez dans la littérature, souvent, ces équations, enfin ce que l'on va dire maintenant, ça marche dans ce que la littérature, en particulier anglo-saxonne, appelle les mid frequencies. Pourquoi ça fonctionne dans ce que l'on appelle des fréquences moyennes, on va dire, si on traduisait ça, ou des mid frequencies? C'est qu'on va considérer d'abord deux cas. C'est-à-dire on va considérer qu'on n'est pas là, ici, c'est-à-dire que la fréquence qui est injectée ici n'est pas très basse, c'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans cette partie-là. Et on va considérer également qu'on n'est pas trop élevé en fréquence, c'est-à-dire dans cette partie-là de la courbe. Pourquoi? Parce que quand on monte en fréquence, les capacités parasites qu'il y a sur les tubes entrent en ligne de compte, et dans ces cas-là, on ne peut plus appliquer les équations linéaires que l'on est en train d'écrire ici. C'est-à-dire que là, on a bien considéré que le gain était constant, ce qui veut dire qu'on est bien situé ici, dans la bande. Ça, c'est tout simplement pour donner une idée de la validité du modèle qu'on est en train d'utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est que la contre-réaction et en quoi ça consiste? Alors, en fait, la contre-réaction, ça consiste simplement à venir prélever une partie du signal, ici. Alors, je vais dessiner ça sous la forme d'une deuxième boîte, ici, que je vais appeler bêta, qui vient prélever une partie du signal de la sortie, et qui, par une opération mathématique ici, vient l'injecter sur l'entrée.
tout simplement ça la contre-réaction. Alors cette chaîne de retour, en fait, c'est-à-dire que cette fraction qu'on vient ici, elle est constituée idéalement de résistance, c'est-à-dire idéalement, je dis bien, elle est constituée de résistance, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de la fréquence, en principe. Pour l'instant, on va considérer que ça ne dépend pas de la fréquence et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Alors quand on va mettre une résistance comme ça, pour l'instant, on va considérer notre ampli comme parfait, ce qui n'est pas le cas, hein, mais on va considérer qu'on est là. Considérer qu'on est ici. Alors dans notre ampli, normalement, quand on est dans un monde idéal, on vient lui rentrer une tension alternative à l'entrée, il en ressort une tension alternative à la sortie, en opposition de phase, laquelle tension alternative en opposition de phase a un certain gain, ce qui est le gain qui est exprimé ici, et idéalement il faudrait d'ailleurs qu'on mette un moins pour montrer que ce circuit déphase. Dans un monde parfait, il n'y a pas en sortie de cet ampli autre chose que ce que l'on a rentré à l'intérieur. Dans la réalité des faits, et je vais forcer le trait dans une autre couleur, on a vu dans les vidéos précédentes que entre l'entrée et la sortie, il y a une différence et que les triodes ont une tendance à enrichir l'harmonique 2, ce qui veut dire qu'on aurait tendance à avoir quelque chose, on va dire, comme cela. En fait. Bon, j'exagère bien sûr, j'exagère le trait. Voilà ce qu'on a vraiment quand on ressort, c'est-à-dire qu'on a une alternance qui est plus petite que l'autre. Alors, quand on est outillé au niveau d'un oscilloscope, enfin au niveau d'un laboratoire, pardon, l'outil que l'on utilise pour qualifier un ampli, généralement, à moins d'avoir un outillage très élaboré, mais généralement, ce que l'on utilise, c'est un oscilloscope. Or, l'oscilloscope, et c'est surtout vrai des oscilloscopes analogiques, est un outil qui nous permet de voir la variation du signal d'entrée et du signal de sortie, ici, par rapport au temps. Ce qui veut dire que ce que l'on voit ici, c'est temporel. C'est une mesure temporelle. Ça, c'est au scope. On va marquer scope. Ça nous donne des valeurs temporelles. Pourquoi temporelles? Parce que ça dépend du temps. Or, en réalité, dans ce que l'on a dessiné là-haut, ça n'est pas un diagramme temporel, c'est un diagramme fréquentiel. Ça, c'est fréquentiel. Alors, cette courbe, en fait, cette modification de la fonction entrée que je vous ai dessinée comme ça, quand vous avez des 1%, 5% de distorsion, vous ne le voyez pas, enfin vous ne pouvez pas le voir facilement à l'oscilloscope, sauf des fois à superposer les deux courbes ou à faire des opérations mathématiques. D'autre part, ce même circuit ici, on a vu, il a un comportement dont la phase, que je vais représenter symboliquement ici, varie en fonction de la fréquence, et c'est pas évident d'ailleurs ça de le voir à l'oscilloscope, sauf à faire des mesures fréquence par fréquence. Alors, il y a des moyens de le faire, il y a des outils aussi qui existent aujourd'hui, il y a même des logiciels qui permettent d'avoir la réponse en phase et en fréquence de son ampli. Tout ça pour dire que la sortie dépend de la fréquence en gain, en distorsion, en phase, il y a une variation, donc tout ça est affecté par la fréquence. Pour l'instant, on va considérer que cet ampli est parfait, c'est-à-dire que, effectivement, c'est juste un ampli qui amplifie l'entrée et la sortie. On fait une simple multiplication de l'entrée par le coefficient d'amplification qui nous donne la sortie. Cela dit, il faut savoir que l'opération de multiplication en analogique n'est pas une opération faisable. On sait faire facilement des soustractions et des additions de signaux, mais par contre une opération de multiplication, et c'est exactement ce que doit faire un ampli, c'est pas quelque chose qui est réalisable. Ça n'est pas réalisable, que ce soit d'ailleurs en particulier avec des composants discrets. C'est-à-dire que ça, on ne sait pas faire une vraie multiplication, donc on va forcément avoir quelque chose qui va sortir de l'ampli, qui n'était pas présent à l'entrée. Je ne reviendrai pas sur la distorsion tout de suite. Donc, deuxième sujet, non seulement le gain, comme on le voit, change par rapport à la fréquence, mais le gain en réalité n'est pas stable. Pourquoi? Parce qu'ici on a deux composants actifs, que sont ces deux triodes. Ces deux triodes vont vieillir dans le temps, donc
caractéristiques vont évoluer, d'une part, et d'autre part, il n'est pas rare sur les tubes d'avoir, en fonction des séries, en fonction des tubes qui vont se suivre, on va dire, dans la fab, ou même si vous retrouvez un tube ancien, que vous ayez une variation de l'ordre de parfois de 20% sur un tube, et dans les semi-conducteurs, c'est exactement la même chose. Vous n'avez jamais un composant parfait tel qu'on peut le mettre en équation. Alors je le dis tout de suite, la contre-réaction que l'on vient appliquer sur un amplificateur n'a pas vocation à transformer un ampli mal conçu en un bon ampli. La contre-réaction n'est pas un outil, n'est pas un artifice qui a été inventé pour corriger des erreurs de conception sur un ampli. Elle a 3, on va dire, caractéristiques. Effectivement, je vais vous les mettre ici. Premièrement, elle va stabiliser le gain, comme on le voit. Elle stabilise le gain. La contre-réaction. Le gain est stabilisé en contre-réaction. C'est-à-dire que, indépendamment des tubes, quand on va fixer le gain par la contre-réaction, eh bien, ce gain va rester constant, même si les tubes évoluent, enfin, dans une certaine mesure, bien sûr. Deuxièmement, elle va avoir un effet qui va être élargissement de la bande passante, et ça, élargir la bande passante, ça élargit la bande passante, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va avoir mis notre contre-réaction, on va élargir la bande passante de l'ampli, et on va aussi diminuer le gain. C'est exactement, on va diminuer le gain de l'étage. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on n'a pas de contre-réaction sur les amplis qu'il y a dans les récepteurs, parce que comme les récepteurs ici, ils ont des faibles niveaux, ça obligerait à rajouter des étages, etc. Et qu'en général, la bande passante étant de l'ordre de 7 kg, ici, pas nécessaire, et souvent, en plus, il y a un transfo plus symbolique, donc on ne peut pas facilement élargir. Mais quand on dit que ça élargit la bande passante, attention, ça l'élargira dans des limites, et ça on en parlera quand on parlera des critères de stabilisation, dans les limites de ce que vous donnera le transformateur. C'est-à-dire qu'il y a une limite physique dans laquelle vous ne pourrez pas utiliser de la contre-réaction pour élargir le gain, ce qui veut dire en d'autres termes que si vous avez fait un ampli avec un mauvais transfo, ça n'est pas parce que vous mettrez de la contre-réaction que vous allez améliorer les performances. Et enfin, quatrième point, elle va avoir pour un effet pour la diminution, elle va diminuer la distorsion. Ça va diminuer la distorsion. Et ça va également abaisser l'impédance de sortie de votre ampli. Donc c'est un certain nombre de vertus qu'a la contre-réaction sur un étage. Alors, y compris si vous faites quelque chose d'aussi simple que cela, c'est-à-dire de venir ici, mettre une résistance comme cela, de contre-réaction, par exemple ici, et la raccorder là, comme ça, vous allez récupérer ce que j'ai dit là, c'est-à-dire stabilisation du gain, élargissement de la bande passante, diminuer le gain également, diminuer la distorsion et abaisser l'impédance de sortie. Mais il y a des limites à l'exercice, et ces limites à l'exercice, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire une contre-réaction très forte. Alors autrefois on disait, il y a deux façons de construire un ampli audio, un bon ampli audio. La première, prenez des bons points de repos, prenez des bons tubes, enfin j'entends des bons tubes, c'est-à-dire des tubes avec des bonnes caractéristiques, prenez un excellent transfo et appliquez un taux de contre-réaction minimum. La mauvaise façon de faire un ampli, c'est de prendre des tubes qui sont par exemple avec des caractéristiques plus ou moins pompées, on va dire. Je ne parle pas du NOS, etc., je rentre pas là-dedans. Des mauvais points de repos, c'est-à-dire qu'on va avoir déjà des étages qui produisent de la distorsion par eux-mêmes. Prenez un mauvais transfo et appliquez un maximum de contre-réaction pour corriger l'ensemble. Ça, c'est pas la façon de concevoir un ampli. Ce qui ne signifie pas, pour autant, qu'il ne faut pas mettre de contre-réaction sur les amplis. C'est une
tout ce que je viens de dire n'enlève rien au fait qu'il faut mettre de la contre-réaction sur les amplificateurs, quels qu'ils soient. La preuve en est, c'est que les amplificateurs opérationnels, sauf quand vous les utilisez comme comparateur de signaux, ont forcément de la contre-réaction. On ne peut pas faire fonctionner un amplificateur opérationnel sans contre-réaction. Donc tout ampli doit avoir de la contre-réaction. Après, la question c'est qu'est-ce qu'on met en œuvre? Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la contre-réaction et quels sont ses effets? Alors, c'est facile à démontrer ça. On va écrire que la sortie est égale à l'entrée que j'ai appelée E' que multiplie A. D'accord? Dans ce cas-là, le A, c'est ce qui est ici appelé A, c'est ce qu'on appelle le gain en boucle ouverte. Ça, c'est ce qu'on appelle le gain en boucle ouverte. Pourquoi on appelle ça le gain en boucle ouverte? Parce que ici, quand on rentre et quand on sort, on voit qu'il n'y a aucun asservissement global entre l'entrée et la sortie de l'ampli. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cet étage n'est absolument pas asservi. Et c'est ce que j'ai représenté ici, c'est-à-dire que je viens rentrer ici, on pourrait dire, et je viens sortir. Le fait de rajouter cette résistance comme cela, ici, a pour effet de réinjecter la sortie sur l'entrée. Et c'est ça que je représente ici. La fraction, en fait, du signal d'entrée, du signal de sortie, pardon, sur l'entrée, il est simplement un pont diviseur, en fait, composé de la résistance de cathode ici, de la résistance de cathode ici, et de la résistance de contre-réaction. C'est-à-dire qu'ici, on a la résistance de cathode, si on dessine le cube, comme ça, la résistance de cathode qui est là, et là, on a une résistance qui vient depuis la sortie. Donc, on a bien ici un pont diviseur, qui dit que la tension ici, c'est RK divisé par RK plus RC. Donc on pourrait à la limite dessiner ici, là-dedans, ce truc-là, qui est un simple pont diviseur. D'accord? Ça ramène bien une fraction ici de la sortie sur l'entrée. Calculons maintenant le gain global incluant la boucle de contre-réaction qui est ici, qui est donc bien l'opposition d'un signal de sortie, ici, sur l'entrée. Donc on va déjà écrire une première équation, toujours pareil, c'est facile. On peut dire que la sortie, que S est égal à E', qui est le gain en boucle ouverte, multiplié par le gain en boucle ouverte, c'est-à-dire quand on ne raccorde pas cette résistance ici. C'est-à-dire que ça, c'est coupé. Mais on peut écrire aussi que cette tension qui est là, E', c'est bien la tension d'entrée, ici, moins une fraction, la tension d'entrée, moins une fraction de la sortie ici. Moins une fraction de la sortie. C'est-à-dire que c'est moins bêta S. Donc maintenant, si on mélange ces deux équations, on va pouvoir écrire SEA est égal à S facteur de E moins bêta S que multiplie A. Ce qui en d'autres termes va nous donner S égale à E moins A bêta que multiplie la sortie. Ce qui va donner plus A bêta par la sortie égale à E. Conséquence de quoi? S facteur de 1 plus A bêta est égal à AE. En conséquence, le nouveau gain ici A', le gain A' ici, est bien égal à A divisé par 1 plus AB. Ce qu'on vient de sortir là ici, c'est l'équation générale de la contre-réaction. D'ailleurs, que cette réaction soit négative, on appelle ça une contre-réaction,
ou qu'elle soit positive, on emploie toujours cette formule qui est ici. Voici le gain de cet étage. Alors après, il va falloir essayer de déterminer quel est ce terme B, ce que l'on fera dans les vidéos futures. Quoi qu'il en soit, on peut d'ores et déjà raisonner sur cette nouvelle formule, et je vais la mettre tout de suite au tableau en gros. Cette équation ici, c'est l'équation générale de la contre-réaction ou de la réaction. Parce qu'on utilise exactement la même formule quand on veut fabriquer un oscillateur. Que nous dit cette équation? On a dit que cette équation, enfin, la contre-réaction a une propriété de stabiliser le gain. Pourquoi est-ce qu'elle stabilise le gain? Ça sort directement de cette équation. Si le gain est grand, ici, si le gain est grand, on va dire, on va pouvoir négliger ce terme-là, ici, notamment le B sur A. Parce que le B sur A sera forcément supérieur à 1. Donc on va pouvoir ramener cette équation A', c'est-à-dire le gain, comme étant égal à A divisé, le gain en boucle ouverte ici, divisé par, relativement égal à bêta sur A, ce qui veut dire que A', dans ces cas-là, le gain en boucle fermée sera égal à 1 sur bêta. Donc en fait, on a fixé par ces résistances ici le gain de l'ampli. Alors il y a des limites à l'exercice et à cette simplification que je viens vous faire. Pour que ça puisse marcher ça, il faut que l'on ait un gain élevé. Il faut aussi que l'on ait de préférence une impédance de sortie faible, d'ailleurs, et une impédance d'entrée infinie. Mais bon, pour l'instant on va rester sur cette équation-là. La grosse limite que l'on va avoir sur un ampli à tube, c'est qu'à la différence, par exemple, si vous utilisez ça avec un amplificateur, c'est exactement l'équation que vous utilisez dans les amplificateurs opérationnels. Et là, ça marche parce que l'amplificateur opérationnel, il s'approche, on va dire, des conditions idéales. Quand on est sur ce genre de truc, on n'a pas un gain infini, enfin un gain très élevé. L'impédance de sortie est tout sauf faible, quoi qu'on en dise, même en sortie du transformateur, pas égal à... Et en plus de ça, le comportement de ce truc-là, c'est que le gain, comme je l'ai représenté ici, et là encore il est idéalisé, ne va pas être constant sur toute la bande. Il va y avoir des moments où vous allez vous retrouver avec des rotations de phase, et particulièrement quand vous allez avoir plusieurs étages comme ça, vous allez vous retrouver à des moments, non pas à venir ici mettre une fraction en opposition de phase sur l'entrée, mais à venir mettre sur l'entrée un signal en phase avec l'entrée. Donc là, vous allez augmenter le gain, et à ce moment-là, votre ampli va se transformer en oscillateur, soit en oscillateur très basse fréquence, soit on le verra en oscillateur très haute fréquence. Donc la limite de l'exercice, elle est où? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils disent que ces équations sont valables en mid-frequencies, c'est-à-dire ici, dans cette partie-là. Ça va avoir une conséquence, c'est que ici, vous devrez limiter le gain de telle manière de ne pas être dans ces parties ici et ici, à renvoyer vers l'entrée des signaux en phase. Parce que vous comprenez bien que si vous venez réinjecter à l'entrée de l'ampli un signal en phase, à ce moment-là, l'ampli va entrer en oscillation. C'est ce que l'on appelle des conditions de stabilité de l'ampli. C'est pour ça que sur les amplis à tube, ici, on est obligé de rentrer des fractions, enfin on va dire des contre-réactions faibles, et qu'on n'arrive jamais à cette situation purement idéale. La conséquence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bien sûr avoir ici déjà des équipements, enfin déjà un design, on va dire, ou une conception, qui ne génère pas à outrance de la distorsion, et qui en plus est une bande passante assez large pour rendre valide le domaine de validité de ces équations. Je vais conclure aujourd'hui uniquement sur la stabilisation du gain, c'est-à-dire que l'on voit que ça stabilise le gain de l'ampli. On va voir que ça élargit la bande passante, mais maintenant on va juste rapidement, je vais rapidement vous dire en clair pourquoi en fait vous ne pouvez pas appliquer de contre-réaction forte, parce que là il faut passer maintenant dans le domaine fréquentiel. Ce qu'on représente ici, et c'est dans un truc qu'on n'a pas étudié, c'est le transformateur. Je vais vous donner le schéma équivalent d'un transformateur. Enfin, le schéma équivalent. Globalement, un transformateur, si on essaye de le modéliser, alors il existe plusieurs modèles, mais on va dire qu'il y a une résistance série, une
une self en entrée, comme cela. Là, on a une capacité parasite en entrée. Derrière, on a, on va dire, deux self couplés, ça c'est une self au primaire. Ici, on doit avoir une self série du secondaire. Là, ici, on a une résistance série. Là, on a une capacité parasite. Et mieux encore, on a une capacité parasite entre le primaire et le secondaire. Voilà, c'est à peu près ça le schéma de... Voilà. C'est ça que l'on vient de rentrer dans cette boucle de contre-réaction. On vient de rentrer au travers de ça, on vient rentrer ça à l'intérieur. C'est-à-dire que ce qui vient ici, on vient prélever le signal ici de sortie pour venir le réinjecter à l'entrée. La résistance de contre-réaction qui retourne vers la cathode du tube. Le bêta, ici, de ça, c'est ça. Plus derrière, évidemment. Donc, inutile de vous dire que le calcul du pont diviseur qu'on a fait tout à l'heure, il est valable ici. En haute fréquence, c'est n'importe quoi. Et en plus, on verra, ça dépend aussi du type de couplage que l'on fait avec le tube. C'est fait que des fois, on a même, dans un ampli, quand on est en pentode, on a tendance à faire comme ça à la sortie. Voilà. C'est pour cela que sur les amplis à tube, la contre-réaction est limitée. Alors évidemment, on ne va pas calculer la fonction de transfert de tout ça pour regarder comment ça se fonctionne. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne pourra pas, du fait du transformateur. Alors quand on a des bons transformateurs de sortie, on va pouvoir négliger, enfin ces capacités ici, parasites, sont telles que sont faits les bobinages sont négligeables, on va dire, ou du moins interviennent. La bande passante ici est très très élargie, si bien qu'on peut venir appliquer plus de contre-réaction et le système reste stable. Mais tant que vous avez des transfos en EI comme cela, avec des bobinages plus ou moins pifométriques, on va dire, bon, c'est même pas la peine. Ça, vous n'avez jamais ça dans un ampli op en contre-réaction. Essayez de le faire. Hein. Faites un schéma équivalent de ce genre de truc. Vous le rentrez, vous allez voir à quelle vitesse ça va osciller. À partir de quel niveau de contre-réaction vous allez commencer à osciller. Parce que ça, forcément, entre l'entrée et la sortie, à un moment donné, vous allez vous retrouver avec des signaux en phase. Alors voilà, j'en conclus pour la première partie de cette série, c'est-à-dire stabiliser le lien. Dans la vidéo suivante, qui sera courte, on parlera de l'élargissement de la bande passante. Et on va voir comment, à partir de cette même équation, il tombe sous le sens que la bande passante s'élargit. Pourquoi le gain diminue, ça on vient de le voir, puisque forcément le gain est fixé par la boucle de contre-réaction. Et on verra pourquoi on fait diminuer la distorsion, et la distorsion diminue aussi précisément à cause de cette équation. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Par la suite, ce que l'on va faire, c'est que on va mettre en œuvre, certes de la contre-réaction sur cet ampli, dont on le dotera d'ailleurs d'un meilleur transfo pour pouvoir le faire. Mais je vais vous proposer, dans une courte vidéo, j'ai fait une petite annonce d'ailleurs pour ça, je vous proposerai en fait de faire les calculs et de mettre en œuvre ce qu'on vient d'apprendre ici, en réalisant un petit amplificateur de ligne, typiquement un truc qui nous permettrait de rentrer un lecteur MP3 par exemple, pour attaquer un ampli, pour booster un peu un ampli, et en appliquant de la contre-réaction, mais dans ces cas-là, on n'utilisera pas le transformateur pour rester totalement résistif. D'accord ? Et on pourra à ce moment-là voir comment est-ce qu'en redescendant les calculs, on tombe pile sur le lien et s'approcher de ce que l'on vient de dire là. Voilà, on a fini. Allez, salut et à bientôt sur les ondes.